C'est un sujet qui n'est plus tabou dans nos démocraties occidentales, des États-Unis à l'Angleterre, de la France à l'Italie. En passant par bien d'autres pays, l'immigration est devenue un thème majeur du débat public. Si certains politiques à droite en font l'alpha et l'oméga des défis de notre temps, d'autres à gauche estiment qu'il s'agit d'une peur alimentée par les extrêmes. Alors sur un sujet aussi clivant, est-il possible de se mettre d'accord sur les faits? Eh bien c'est ce que nous allons tâcher de faire dans cette émission avec mes deux invités, le démographe Hervé Lebras et le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvron-Monty. Ensemble, on se demandera si oui ou non le grand remplacement est une réalité ou un fantasme, si l'intégration des immigrés est devenue impossible dans nos sociétés et quelles sont les perspectives. Peut-on stopper, freiner l'immigration ou bien en a-t-on besoin? Eh bien, voilà toutes les questions que je vais aborder dans ce club Le Figaro Idée. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Hervé Lebras, vous êtes démographe, vous avez été chercheur à l'INED et vous êtes aujourd'hui à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Vous êtes l'auteur de « Il n'y a pas de grand remplacement » chez Grasset, au moins c'est clair, et « Il n'y a pas de race blanche », toujours chez Grasset, c'est sorti cette année. Alors vous êtes plutôt hostile à l'idée qu'il existerait un grand remplacement, que l'immigration serait aujourd'hui une forme de submersion migratoire. Vous vous opposez à ces discours-là. Vous soulignez le métissage croissant de la population française et vous estimez qu'aujourd'hui l'immigration est instrumentalisée par des partis populistes pour en faire un marqueur. Et vous allez nous expliquer évidemment plus précisément cette position. Et je vous remercie en tout cas d'avoir accepté le débat puisque Nicolas Pouvron-Monty, ici présent, n'est pas du tout d'accord avec vous. Il est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, un think tank qui s'intéresse de près à ces questions et qui publie régulièrement des notes sur la question migratoire en France, mais aussi dans d'autres démocraties occidentales. Je signale votre dernière note, l'immigration afghane en France, signée par Didier Lesky, qui a été copubliée avec la Fondapol. On en a parlé notamment dans le Figaro et qui montre une augmentation spectaculaire de l'immigration afghane ces 10 dernières années dans notre pays. Alors, je voudrais commencer cette émission en vous faisant rebondir sur une phrase qu'a prononcée notre Premier ministre François Bayrou en janvier dernier. Il a dit, et ça a surpris beaucoup de monde, je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une certaine proportion. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, dès cet instant-là, vous avez rejet. Hervé Lebras, qu'est-ce que vous pensez de ce propos de François Bayrou? Est-ce qu'on peut parler de submersion migratoire? D'une certaine manière, on va voir que je pense qu'on ne peut pas parler de submersion, mais ce qui est intéressant, c'est que François Bayrou a parlé d'un sentiment de submersion. Il n'a pas parlé de submersion. Oui. Donc il a fait allusion à la manière dont il percevait ce thème-là dans la société française. Alors pourquoi le terme me paraît peu adapté? C'est je pense parce que les termes ont leur logique. Au fond, le terme classique, c'était invasion. C'est ce terme qu'on emploie depuis la fin du 19e siècle pour qualifier la peur de l'immigration. Mais ce terme a vieilli, puis il référait à... il y avait un arrière-fond qui était les grandes invasions de la fin de l'Empire romain, et ça venait de l'Est, et c'est pas un hasard si c'était à la fin du 19e siècle, c'était la peur de l'Allemagne. Donc là, il y avait tout un schéma cohérent. Submersion, par derrière submersion, il y a l'idée de vague, et l'idée de vague migratoire. Donc il y a un autre arrière-fond, et cette idée de vague migratoire, c'est parce qu'au fond, les migrants actuellement, justement, viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il y a toute une façon de créer un sentiment ou de créer une ambiance avec le mot submersion. Il n'est pas là du tout par hasard, mais sur le fond, il remplace invasion, et puis on en parlera sans doute ensuite. Il n'a pas du tout, il n'a pas non plus une réalité. Il y a bien sûr beaucoup de personnes qui arrivent, mais la submersion n'est pas du tout cela dans le langage courant. Nicolas Pouvron-Monty, le mot submersion, il vous paraît adapté, vous, par rapport à ce que vit la France ces dernières années?
Écoutez, ce qui est certain, c'est que le concept même de submersion emporte une charge politique. Il emporte une appréciation critique des politiques d'immigration actuellement menées. On est libre de le reprendre ou pas à cet homme-là, c'est contestable. Ce qui me paraît en revanche beaucoup moins contestable, c'est le caractère radicalement inédit des phénomènes migratoires que la France connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est factuellement vrai d'affirmer qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, quels que soient les indicateurs auxquels on se réfère. Cette réalité, c'est une réalité de rupture, et je pense qu'on gagne à ne pas la relativiser dans sa dimension de rupture. C'est une rupture qui est engagée globalement depuis la fin des années 90, un phénomène d'accélération migratoire qu'on voit sur les principaux canaux d'immigration. Le nombre annuel de premiers titres de séjour qu'on accorde chaque année dans notre pays a été multiplié par 3 depuis la fin des années 90. Le nombre de premières demandes d'asile qu'on reçoit chaque année a été multiplié par 3 depuis la fin des années 2000. Le nombre de bénéficiaires de l'asile a été multiplié par 3 en 10 ans pour sa part. L'immigration clandestine est plus difficile à approcher par nature, mais si on se réfère à un indicateur classique qui est celui des bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est réservée aux clandestins, on voit que ce nombre de bénéficiaires a triplé en 20 ans. Et donc tout ça atteste d'une dynamique de flux qui se consolide, on pourrait dire, dans des stocks, c'est-à-dire dans les populations immigrés, c'est-à-dire les populations nées étrangères à l'étranger et les populations étrangères, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui vivent en France. Ces deux populations immigrées et étrangères ont augmenté d'environ 70% sur le territoire depuis le début des années 2000. Et je pense que derrière la notion de submersion, et M. Lebras l'évoquait, au-delà de ces enjeux quantitatifs qui me semblent quand même déterminer une grande part du débat, il y a une dimension qualitative. Par qualitative, j'entends un regard porté sur la nature des flux reçus en France, qui sont singuliers, y compris au regard de ce que reçoit le reste du continent européen. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, il faut serrer les faits, parce qu'il y a déjà des points ultérieurs qui ont été abordés. Donc, vous aviez posé comme seconde question, qu'en était-il des faits Non, voilà, moi je voulais vous demander, oui, Eva Lebras, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Est-ce qu'on est dans un phénomène inédit d'une immigration massive ces dernières années ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que la première question, c'est comment mesure-t-on cette immigration ? Vous avez fait allusion à des chiffres qui sont très souvent critiquables par la manière dont ils sont récoltés. Il y a un chiffre est important si on connaît bien la manière dont il est établi. Or, le seul chiffre qui est vraiment établi avec sécurité actuellement, c'est le chiffre que donne l'INSEE par ses enquêtes de recensement annuelles. C'est-à-dire chaque année, l'INSEE fait une enquête de recensement, c'est un peu plus de 8 millions d'habitants, c'est comme un petit recensement, c'est par sondage, et puis ensuite, l'INSEE publie comment la population est répartie par âge, comment elle est répartie par catégorie professionnelle, et comment elle est répartie par origine migratoire, et puis aussi par nationalité. Donc on a le chiffre chaque année du nombre d'immigrés. Donc pour savoir s'il y a un grand changement dans l'immigration, on a ce chiffre depuis 2006, qui est la date de départ de ces grandes enquêtes de recensement. Donc on peut voir année par année quelle est l'augmentation du nombre d'immigrés en France. On peut penser, vous pensez qu'il est très important, moi je pense qu'il est assez modéré, parce que je vais vous donner les chiffres. Les chiffres, si on fait la moyenne depuis 17 ans, on a le dernier chiffre en 2023, la moyenne sur 17 ans, c'est la population immigrée augmente de 122 000 personnes par an. On peut penser que c'est trop. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'énorme. Ça a sans doute un peu augmenté. Alors on peut regarder année par année. Année par année, il y a une montée jusqu'en 2014, la crise dite des réfugiés, où on monte à peu près 190 000. Et puis il y a une redescente. Et puis actuellement, il y a une remontée. On est l'année dernière à 180 000. Donc là, c'est un chiffre qui est absolument sûr. C'est un chiffre de recensement. Et on sait comment le recensement est fait. On sait que l'INSEE a 6 500 personnes hautement qualifiées. Là, on est sûr de ce qu'on manipule. En revanche, quand on parle, comme vous le faites, des attributions de titres de séjour, c'est
cette étude de séjour ne correspond pas nécessairement à des entrées physiques sur le territoire. Ensuite, il y a des sorties, il faut en tenir compte. Donc le chiffre là-dedans est un chiffre qui est vague. Et puis quand on regarde le détail, je ne vais pas ennuyer trop là-dessus, mais le détail, il y a dans ces entrées, il y a des travailleurs saisonniers, il y a des cartes qui sont attribuées pour des régularisations. Donc ce n'est pas un chiffre démographique, si vous voulez. Peut-être qu'il a un intérêt d'un point de vue administratif, mais si on veut juger de l'importance de l'immigration, il faut prendre les chiffres du recensement. Nicolas Promontier, est-ce que vous pouvez répondre à ce que vient de dire Hervé Lebras ? Est-ce que vous avez des chiffres différents ou est-ce que vous décrivez une réalité qui n'est pas la même ? Écoutez, je pense que les deux approches se complètent. Les données sur les titres de séjour, elles ont le mérite de donner une idée de ce qu'est la politique d'immigration d'un État sur une période donnée, et elles se trouvent assez largement corrélées à ce que l'INSEE mesure en termes de croissance de la population immigrée. Car les données que je donnais précédemment, Monsieur Lebras, sur l'augmentation de 70% de la population immigrée en France depuis l'an 2000, ce sont les données de l'INSEE. Depuis 2006, cette population immigrée a augmenté de 40%. Le nombre annuel des entrées d'immigrés, mesuré par l'INSEE depuis 2006 a augmenté de moitié, avec d'ailleurs des différences assez fortes selon les pays d'origine des immigrés en question. C'est-à-dire que les entrées d'immigrés originaires du continent africain ont doublé depuis 2006, entre 2006 et 2023, alors que les entrées d'immigrés européens ont plutôt reculé, parce qu'il y a aussi des dynamiques différentes. Voilà, vous évoquez la nécessité de finesse, et je suis absolument d'accord avec vous. Sans rentrer dans un niveau de technicité excessif, je pense qu'il y a beaucoup à dire au-delà du caractère précieux des données de l'INSEE, dans le sens où ce sont les seules qui existent sur un certain nombre de sujets, quant à la façon dont la France recense sa population. C'est-à-dire qu'on a troqué le principe d'un recensement exhaustif pour un recensement par échantillonnage, qui est assez unique au monde et qui donne des résultats assez largement imprécis. Quant aux sorties mesurées par l'INSEE, ces sorties sont quand même, on n'a pas de système d'enregistrement des sorties. Et quand l'INSEE publie chaque année son solde migratoire, vous savez, le solde migratoire, c'est la différence entre les personnes qui entrent sur le territoire et les personnes qui sortent. En fait, elle le réévalue d'une année à l'autre de l'ordre de 1 à 4. Donc l'INSEE, sur les sorties, est dans un flou qui me semble être le contraire de quelque chose de fiable. Alors, sur les chiffres que vous citez, c'est très simple. Ça va être la bataille des chiffres. En 2006, je vais vous donner. En 2006, vous aviez 5 140 000 immigrés, d'accord ? En 2023, il y a 7 210 000. Donc l'augmentation, c'est de 2 60... De 40% depuis 2006. 2 70 000, oui, mais... Bon, attendez, on ne va pas épiloguer sur les chiffres, parce qu'on peut chaque... Oui, c'est très important. On a les 122 000, si vous voulez. Oui, je suis d'accord, mais... Ensuite, si on parle des entrées, des sorties et tout ça, c'est très mal mesuré. Donc là... on peut dire que c'est mal mesuré, mais est-ce que justement, Hervé Lebras, il n'y a pas un problème en France? Vous êtes opposé aux statistiques ethniques. Il y a des pays où elles sont autorisées. Je pense par exemple aux pays du Nord, le Danemark. Oui. Les statistiques ethniques. Non, c'est une question. Est-ce que ça ne permettrait pas justement de se mettre d'accord sur des chiffres plus clairs que ne sont ces flux, ces entrées, ces stocks, etc. Non, mais là, le chiffre que j'ai, c'est pour ça que j'insiste sur ce fameux chiffre, c'est un chiffre de stock, donc c'est 122 000 en moyenne par an depuis 17 ans. Là, le chiffre, il est absolument sûr. Ensuite, combien y a-t-il d'entrées et de sorties? C'est beaucoup plus difficile. L'INSEE, d'ailleurs, assez embarrassé sur cette question. Quant aux statistiques ethniques, on n'en a pas besoin. Le but des statistiques ethniques, c'est essentiellement sur des questions de migration. Mais là-dedans, on a des catégories qui sont très simples, qui sont l'INSEE a le pays de naissance de l'immigré. Il doit vérifier simplement que l'immigré, selon la définition, est une personne née étrangère à l'étranger. Donc là-dedans, les statistiques ethniques, c'est sur une autre question, c'est un autre problème. Ça n'a pas de rapport avec la question de savoir est-ce que l'immigration est une déferlante ou bien est-ce qu'elle est relativement modérée. C'est autre chose. Nicolas Promontier. Monsieur Lebras, que les statistiques ethniques avaient partie liée avec le fait migratoire, et donc il me semble qu'elles fournissent un élément utile à la connaissance. Et de ce point de vue-là, le fait que la France soit l'une des rares démocraties dans le monde développé à ne pas avoir mis en œuvre un système de statistiques non pas forcément fondé sur des données ethniques au sens racial du terme, compter le nombre de blancs, le nombre de noirs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais un système fin, largement disponible dans l'accès aux données de statistiques sur l'origine migratoire des populations, ça me semblait quelque chose d'assez regrettable. Et je sais que c'est un sujet de débat que vous avez eu avec plusieurs démographes par le passé. Je sais que pour votre part, vous tenez aux critères de la nationalité. On est français ou on est étranger. Je crois que vous avez même écrit à quelques reprises que la naturalisation s'apparentait au baptême dans le sens où elle lavait l'individu de son passé. Il a écrit beaucoup. En tout cas, vous avez repris cette idée. Alors, on sent la dimension religieuse, mais le problème, c'est que la dimension religieuse
religieuse, quand elle sort de sa sphère, elle peut mener à une forme d'obscurantisme. Et l'obscurantisme, c'est entraver la construction des connaissances, entraver la diffusion des connaissances. Ça s'apparente à ce que Michel Tribala appelait la stratégie des yeux grands fermés. Il me semble qu'on est vraiment en plein dedans. Alors, est-ce vous me dites, on ne connaît pas l'origine, mais si vous allez sur le site de l'INSEE, attention, vous connaissez l'origine, l'INSEE publie l'origine par tous les pays du monde. Vous savez exactement combien il y a d'immigrés qui viennent du Niger, combien il y en a qui viennent du Burkina Faso, combien il y en a qui viennent du Laos. Donc on sait le nombre, et on sait l'origine parfaitement. Les statistiques ethniques, c'est autre chose. C'est essayer de caractériser l'ethnicité. C'est pas la nationalité, c'est très différent. Et il y a très peu d'accords quand vous dites que beaucoup de pays l'ont. Non, il y a une majorité de pays n'ont pas de statistiques ethniques, mais la plupart des pays ont des statistiques qui sont des statistiques par pays d'origine. Oui, mais Hervé Lebras, très bien. Pour revenir à la question de la submersion migratoire, en tout cas de flux importants ces dernières années, vous conviendrez quand même que tous les pays européens se posent cette question, que ce soit l'Italie, le Danemark, l'Allemagne. Il n'y a pas que la France qui se poserait de façon isolée la question de l'immigration. Donc est-ce que pour vous, tout ça est une construction médiatico-politique qui n'a pas de réalité, ou bien est-ce qu'il y a une réalité qui est quand même partagée? C'est-à-dire quand on voit Keir Starmer, qui est quand même un Premier ministre britannique travailliste, qui dit qu'il y a trop d'immigration en Angleterre, on ne peut pas l'accuser d'extrême droite. Non, mais il y a une question, non, bien sûr que non. Mais la question, et il y a une question d'abord, c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur les chiffres. Oui, bien sûr, vous avez raison. Une fois qu'il y a le chiffre, on peut... Je reconnais parfaitement légitime à certains de dire ce chiffre de 122 000 par an d'augmentation de la population immigrée est trop élevé. On me dira pourquoi il paraît trop élevé. Pour moi, je pense qu'il n'est pas trop élevé. Est-ce qu'il est tout à fait nouveau? Non, en fait, quand on regarde sur le long terme, l'immigration en France, à partir des années 60 jusqu'aux années 75-78, elle a été du même niveau. Et puis ensuite, il y a eu un creux en termes de, on le voit, dans les statistiques de population immigrée, entre 75 et puis la fin 90, où là, on est tombé, au lieu des 122 000, on est plutôt dans les... c'est un peu plus imprécis, mais on est dans les 35 000. Donc effectivement, il y en a plus qu'avant cette période, mais avant cette période, mais alors, pour vous... il y en a eu plus. Ouais. Donc, bon, on est dans une période où il y a un peu plus de migration. Pour moi, je dis c'est un peu plus, 122 000, mais si vous trouvez que c'est beaucoup plus, je vous l'accorde. Non, mais comment vous expliquez alors que ce problème soit devenu dans l'agenda de tous les politiques occidentaux? Est-ce que pour vous, c'est une construction médiatique? Alors, moi, vous l'avez signalé au début, je suis démographe. Donc, je cherche à établir les faits avec le plus de précision que je peux, ce qui n'est pas toujours possible, et puis je peux me tromper. Ensuite, la question de sonder les esprits, de comprendre pourquoi il y a ces mouvements, c'est au fond une question qui sort un peu de mon registre, qui entre dans des questions de psychologie du pouvoir, de psychologie des foules. Je peux avoir des opinions sur ce sujet, mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile, voyez-vous, parce que je ne peux pas me fier à des faits très précis. Donc je peux constater comme vous, ou comme le fait d'ailleurs Bayrou, qu'il y a un sentiment de submersion, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il y a un sentiment et une inquiétude dans beaucoup de populations au sujet de l'immigration. Je peux simplement constater que très souvent, ça ne correspond pas à la réalité. Je l'ai constaté dans d'autres livres. J'avais consacré un livre à regarder quel était à un niveau très fin des communes en France, des communes en Espagne, en Italie, dans 7 pays, qu'était le rapport entre les votes d'extrême droite et la proportion d'immigrés. Il n'y a strictement aucun rapport, et même plutôt un rapport inverse. C'est-à-dire qu'en France, la règle est moins il y a d'immigrés, plus on vote pour l'extrême droite. En Allemagne, c'est encore plus extraordinaire, c'est-à-dire les immigrés sont à l'ouest, les votes de l'AfD sont à l'est. En Suisse, c'est la même chose, c'est le centre de... Enfin, je pourrais continuer. Donc, moi, c'est mon travail. Mon travail consiste à dire, voilà, il y a un problème de perception. Ce n'est pas la présence des immigrés qui entraîne ce vote pour l'extrême droite, c'est d'autres raisons. Dire de quelle raison il s'agit, je vous dis, on sort un peu de ma spécialité, je peux avoir une opinion, mais au-delà, une fois que j'ai établi le fait, parce que ça pose une vraie question de comprendre pourquoi c'est pas le contact immédiat avec l'immigration qui pose un problème, qui entraîne ce sentiment d'hostilité à l'immigration.
Pourquoi? Là, c'est très compliqué, je n'ai pas de réponse Nicolas Dupond-Moretti, sur cette idée de perception qui serait erronée, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a... On alimente artificiellement peut-être ce... Je n'ai pas dit ça, je dis seulement la perception est erronée. Oui, vous dites est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a une perception erronée? En tout cas, s'il y a une perception erronée, il me semble que la meilleure façon de la contrecarrer, c'est les données. Ce sont les données, ce sont les faits. Ouais. Monsieur Lebras a raison de souligner que l'INSEE produit déjà des statistiques sur l'origine migratoire assez détaillées. La question qui se pose, c'est l'accès à un degré fin à ces statistiques, et c'est la capacité de les produire sur des champs où on estime parfois qu'il y a un fantasme dans l'opinion. Pour prendre un exemple, le lien supposé ou réel entre immigration et délinquance. Pourquoi ne peut-on pas produire aujourd'hui de données statistiques sur les profils des mises en cause, les profils des détenus, non pas seulement selon la nationalité, parce que là on a des chiffres, mais par exemple selon l'origine migratoire sur 1, 2, 3 générations. Je pense que ça pourrait contribuer, si c'est un fantasme, à éteindre le fantasme en question. Et vous évoquiez à l'instant le virage qui semble être amorcé outre-Manche par Keir Starmer et son gouvernement travailliste. Il me semble vraiment intéressant de l'évoquer parce que le gouvernement travailliste a pris acte du fait que dans l'opinion publique britannique, comme dans une large part des opinions en Europe occidentale, le phénomène migratoire était devenu politiquement structurant. Il y avait un consensus qui se dégageait sur ce sujet et que ce consensus, il venait d'inquiétudes qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main, notamment des inquiétudes en termes de saturation des dispositifs de solidarité collective, par exemple. C'est le cas au Royaume-Uni, mais on pourrait multiplier les exemples en France. En France, on a environ 35% des immigrés qui vivent en logement social, contre 11% des personnes sans ascendance migratoire. C'est 49% chez les immigrés algériens, 57% chez les immigrés d'Afrique sahélienne. Je ne vais pas multiplier les chiffres. On a en France plus de 30% des immigrés qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec des pointes là encore particulières sur certaines populations. Si on prend non plus les immigrés, mais les étrangers extra-européens, on se rend compte qu'on a un taux de pauvreté de presque 50%, qui est le plus élevé en Europe à égalité avec celui qu'on voit en Espagne. La moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont des immigrés. On pourrait multiplier les exemples de ce type-là. Et là, finalement, la volonté d'accueil inconditionnel, cette notion d'accueil inconditionnel, elle est présente dans le discours d'un certain nombre d'organisations actives sur ce sujet. Elle me semble se heurter, au-delà de son caractère très impolitique finalement, à une absence de morale conséquentielle. C'est-à-dire qu'on se soucie peu de ce que produisent l'effet de ces flux sur les dispositifs de solidarité. Hervé Lebras, vous voulez... Je ne suis absolument pas pour l'entrée inconditionnelle, on pourra y revenir sur ce point. On reviendra mais non, sur la question de la criminalité, c'est intéressant. Parce qu'il y a la question du nombre et puis il y a la question de la nature de l'immigration, parce qu'elle peut être minoritaire, mais aussi avoir des conséquences qu'on estime négatives sur la société. Oui, donc justement, c'est la question de... La question de la criminalité est importante. Donc, il se trouve que, et c'est accessible sur Internet, la direction des prisons produit des statistiques, contrairement à ce que peut-être vous avez un peu laissé entendre, qui sont remarquables. J'ai dit par nationalité. Il y a nationalité, mais elle produit aussi des statistiques par niveau d'éducation. Et la grande majorité des prisonniers sont avec très peu d'éducation. Les 3/4 des prisonniers n'ont pas de diplôme. C'est absolument énorme. Et quand on regarde quelle est la proportion de sans diplôme dans la population française et dans la population immigrée, la population immigrée est assez particulière. Il y a nettement plus de sans diplôme, mais il y a aussi un peu plus de très diplômés. C'est ça, et c'est encore plus fort dans les nouveaux arrivants. Dans la population française, il y a très peu il y a relativement peu. On est à peu près à de l'ordre de, je n'ai plus le chiffre exact, mais je l'ai sur mon carnet, ça doit être de 8% de sans diplôme, alors qu'on est à un peu plus de 30% pour les immigrés. Et donc, quand on ramène les prisonniers à la proportion de sans diplôme chez les immigrés et chez les non-immigrés, comme dit l'INSEE, on tombe sur à peu près la même probabilité. Donc pour vous, le facteur, c'est pas d'être immigré, c'est d'être sans diplôme. C'est ça qui conduit en prison. Entre sans diplôme et diplôme, la proportion, le risque d'être prisonnier est 10 fois plus élevé. Donc c'est vraiment une affaire de répartition, de composition, comme on dit statistiquement. Je pense qu'il y a deux questions différentes en vérité. Y a-t-il, oui ou non, une surreprésentation de l'immigration, ou pour être plus précis, de la population étrangère dans les données de la délinquance et dans les données de la population carcérale? Oui, c'est incontestable. C'est-à-dire que les étrangers en France, selon l'INSEE, représentent 8,2% de la population, contre 25% des détenus, donc c'est une surreprésentation par 3, avec des phénomènes là aussi très différenciés selon les nationalités. C'est-à-dire que
par exemple, bon, les ressortissants algériens sont les étrangers écroués les plus nombreux en France. Ça n'est pas très surprenant parce que c'est aussi une population étrangère nombreuse, mais ils sont plus nombreux à eux seuls dans la population écrouée que les étrangers de tous les pays de l'Union européenne réunis. Et là, on voit qu'il y a un effet de disproportion. Donc cet effet-là, il est établi de manière incontestable. Là où on peut discuter, en revanche, c'est lorsqu'on travaille à isoler l'effet du facteur migratoire en tant que tel, comparé à d'autres facteurs, le niveau de diplôme, le niveau de revenus, la structure familiale, etc. Mais en vérité, d'un point de vue politique, tout ça ne change pas grand-chose, parce qu'on peut imaginer une situation contrefactuelle d'une immigration très largement féminine, diplômée, riche, avec des familles stables. Il se trouve que ça n'est pas aujourd'hui le type d'immigration que nous recevons assez largement. C'est intéressant comme question théorique, mais il me semble que politiquement, ça ne change rien. Et même lorsqu'on cherche à isoler ce facteur migratoire pour la joie de la théorie, si je puis dire, on se rend compte que les différences liées aux revenus au niveau d'éducation jouent, mais qu'elles n'effacent pas complètement la différence liée au facteur migratoire. Un petit chiffre à ce sujet. Je vous en prie. Il y a donc 18 000, si on compte tous les modes d'emprisonnement actuellement en France, au 1er janvier, il y a 18 000 étrangers. Il y a, dans la population âgée de plus de 20 ans, il y a 4 200 000 immigrés, étrangers plus exactement. Donc ça veut dire qu'il y a d'un côté 4 182 000 personnes qui ne sont pas des étrangères qui ne sont pas en prison, et puis 18 000 qui sont en prison. Je ne vois pas comment on peut dire que ces 18 000 qui sont en prison sont représentatifs de ces 4 182 000, c'est-à-dire que 996 pour 1000 des étrangers en France ne sont pas en prison. Cela, on en parle. Ce qu'il dit, je pense, c'est qu'il y a une surreprésentation. Juste un dernier point sur ces étrangers, parce que ça nous ramène un tout petit peu en arrière. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une augmentation énorme? Vous avez cité le chiffre de 8,2% d'étrangers. En 1931, au recensement de 1931, il y a 6,5% d'étrangers. Il y a presque 100 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, l'immigration. Et les étrangers, je pense, c'est plus intéressant comme caractéristique qu'immigrés, parce que, et vous l'avez rappelé, 35% des immigrés sont de nationalité française. Oui, donc pour moi, c'est des Français. Et la séparation entre les immigrés et les étrangers me paraît douteuse. Étrangers, ça a vraiment une réalité. En revanche, à partir du moment où l'immigré est français, je ne vois pas pourquoi on le laisse avec les autres immigrés étrangers. Et ça, je pense que là-dedans, il y a un problème très sérieux. Donc, la question, je trouve qu'on devrait beaucoup mieux raisonner à partir des étrangers, parce que sinon, ça jette une suspicion sur ceux qui sont français, mais français d'origine immigrée. Et sur ces étrangers, l'augmentation est quand même modérée depuis 1931. Oui, cette fois-ci, je reviens sur mon jugement sur une certaine modération de l'immigration. Bon, d'accord, ça a augmenté. Alors, Nicolas Pont-Monty, répondez rapidement, et après, je voudrais poser une question sur l'intégration. Oui, je vous en prie. Alors, les données sur la population étrangère, elles ont évidemment leur intérêt. J'imagine que dans une certaine approche du phénomène migratoire, elles ont l'intérêt de minorer le phénomène, parce que la population étrangère est moins nombreuse que la population immigrée. Oui. Il n'en demeure pas moins que cette population étrangère, j'y reviens, a augmenté de 70% depuis l'an 2000. Ça fait environ 3 millions d'étrangers en plus de mémoire. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Depuis 1931, voilà l'autre chiffre. Alors, là, je parle de la population étrangère. Oui, moi aussi. Mais ce qui est assez notable, c'est que depuis l'an 2000, le biais majeur, c'est évidemment que depuis l'an 2000, 3 millions de personnes ont acquis la nationalité française. Et dans ces acquisitions de nationalité française, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des naturalisations par décret, avec un processus qui est à la main du politique, avec un certain nombre de critères, mais il y a aussi des acquisitions automatiques, c'est le cas du droit du sol. Ça implique évidemment que les gens qui ont acquis une nationalité par ce biais ou par d'autres sont des citoyens à part entière, mais ça ne dit rien quant à leur trajectoire d'intégration, et ça me semble intéressant de pouvoir justement, je voudrais parler de l'intégration parce que... Oui, on confond deux choses, il me semble, quand on parle de cela. On confond un phénomène politique et un phénomène sociologique. Vous en parlez à propos d'intégration, pour y revenir. Des questions comme les questions d'intégration sont des questions sociologiques. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut parler des immigrés. Les questions politiques, c'est des questions de nationalité, donc à ce moment-là, il faut parler d'étrangers.
mêler les deux est, à mon avis, une assez grosse erreur. Alors, on peut aller sur l'intégration. Voilà, justement, sur la question de l'intégration, parce que vous semblez considérer en fait que, effectivement, à partir du moment où on acquiert la nationalité française, finalement, il n'y a plus de débat, on n'est plus considéré du tout comme un immigré, ou en tout cas comme un descendant d'immigré. Oui. Mais le fait est qu'en France, on voit aujourd'hui des effets de l'immigration à long terme. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit les émeutes qu'il y a eu en juillet 2023, qui quand même, dans leur écrasante majorité, concernaient des banlieues avec des descendants d'immigrés qui, effectivement, se sont mis en réaction justement à la mort du jeune Naël, à provoquer ces émeutes. On voit bien c'était un symptôme parmi d'autres d'un défaut d'intégration de ces jeunes qui sont français, comme vous et moi, mais qui sont d'origine immigrée pour la grande majorité d'entre eux. Est-ce qu'en n'étant que sur cette distinction immigré-français, on ne passe pas à côté de l'éléphant dans la pièce qui est celui de l'intégration ? Alors, sur cette question d'intégration, d'abord, pourquoi, effectivement, ces problèmes des banlieues ? Il faut voir que la seconde génération, c'est une génération qui descend d'une immigration qui a été appelée à partir des années, milieu des années 60, qui est une immigration où on a recruté, on a envoyé, il y a un très beau film, Mémoire d'immigrés, qui montre, on a envoyé des recruteurs dans le fin fond de l'Algérie et du Maroc, en spécifiant qu'il fallait prendre des types costauds et surtout, éventuellement, pour qu'ils ne soient pas trop revendicateurs, peu cultivés. Donc on a une immigration, on a fait le contraire de ce qu'est l'immigration habituellement, quand on la laisse tranquille, si on peut dire, qui est une immigration qui est un peu au-dessus des caractéristiques de la population de départ. Là, elle était au-dessous des caractéristiques de la population de départ. Donc on s'est mis dans une situation qui est une très mauvaise situation, puisque bien entendu, ces parents qui étaient très souvent illettrés, ça a été très difficile pour les enfants d'être éduqués. On a un problème social qui est énorme, et je ne nie pas que c'est un problème redoutable. C'est un problème redoutable, mais quand on regarde, et vous allez encore m'accuser d'utiliser des statistiques, mais mon Dieu, l'INSEE quand même fait son travail. Je ne saurais vous en faire le reproche. Eh bien, quand on regarde, c'est assez remarquable. Alors, ça répondra peut-être un peu à votre question d'intégration, mais l'INSEE a regardé quel était le niveau de diplôme de la seconde génération. Elle a comparé le niveau de diplôme, donc, des enfants d'immigrés au niveau de diplôme des enfants de non-immigrés. Alors là, effectivement, les enfants de non-immigrés sont plus diplômés que les enfants d'immigrés. Mais, et c'est ça là que l'INSEE a fait un bon travail, l'INSEE a dit, mais il faut regarder, et ça revient à la remarque que je viens de faire, il faut regarder les enfants d'ouvriers immigrés par rapport aux enfants d'ouvriers non immigrés. Et les enfants d'ouvriers immigrés, donc de ces gens qui sont arrivés dans les années 60, sont un peu plus diplômés que les enfants d'ouvriers non immigrés. Donc il y a eu un effort d'intégration qui a été très grand, souvent porté par les parents. Bien sûr, il est insuffisant. Alors comment aussi, ça pose une autre question, c'est comment mesurer l'intégration ? Et je pense que c'est extrêmement difficile. On voit très bien des cas où la personne n'est pas intégrée, puis la personne est intégrée. On va dire Rachida Dati est intégrée. Bon. Et puis il y a certains voyous qu'on peut dire ils parlent mal français, ils ne sont pas intégrés. Mais entre les deux, on n'a jamais pu élaborer des critères d'intégration. On peut dire le minimum, c'est la langue française. Mais sinon, on ne peut pas aller plus loin. Et si on établissait des critères d'intégration, à ce moment-là, on s'apercevrait, et ça revient à ma question des enfants d'ouvriers, on s'apercevrait que ces critères-là, des enfants ou même des Français eux-mêmes ne satisfont pas ces critères, pas plus qu'un certain nombre d'immigrés. Donc c'est un terme qui est extrêmement vague, le terme d'intégration. En revanche, sur la langue, et ça je pense que la France fait des efforts insuffisants par rapport à des pays comme l'Allemagne, par exemple, où là, si un immigré demandeur d'asile, par exemple, arrive, il y a une obligation et très sévèrement surveillé de suivre, je crois que c'est 400 heures de cours d'allemand. Il faut qu'il parle allemand. Alors qu'en France, on laisse sur cela un certain laxisme. Nicolas Pont-Monti, sur cette question d'intégration, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est trop flou et pas mesurable, ou est-ce qu'on peut mesurer effectivement une forme de difficulté à intégrer justement l'immigration ces dernières années ?
Je dirais qu'il n'y a pas un seul indicateur unique, pur et parfait de l'intégration, mais qu'il y a un faisceau d'indicateurs croisés sur les trajectoires économiques, éducatives, sur les trajectoires maritales, qui peuvent permettre d'approcher le degré plus ou moins fort d'intégration dans la société française. Vous l'avez souligné, l'intégration, c'est un phénomène qui ne se joue pas seulement sur une, mais sur deux, voire sur 3 générations. Si on additionne les immigrés eux-mêmes et les descendants d'immigrés de 2e génération, on a aujourd'hui en France environ 22% de la population qui est issue de l'immigration sur 2 générations, avec des enjeux particuliers sur la 2e génération qui sont plus aigus chez nous qu'ils ne le sont chez certains de nos voisins. Pour prendre simplement une donnée, ce sont des données de l'OCDE, la part des jeunes nés en France de parents immigrés, les jeunes c'est donc 18-35 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, est en France la plus élevée du monde occidental, juste après la Belgique. Donc là c'est une question d'indicateur économique. Ensuite, au sein de ces descendants d'immigrés, il y a des réalités très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 2 parents immigrés, certains qui ont un seul parent immigré. Il y a aussi des trajectoires, et il ne faut pas avoir peur de le dire, qui varient sensiblement selon l'origine géographique des populations. Si on prend un indicateur comme celui de l'endogamie ou de l'exogamie, c'est-à-dire épouser un conjoint ou être en couple avec quelqu'un de la même origine que soi versus prendre un conjoint ailleurs, on se rend compte qu'il y a des réalités absolument dissemblables entre les immigrations. Si on prend les 2 bouts du spectre, on a en France plus des 3/4 des enfants de 2 parents immigrés turcs qui vivent avec un conjoint turc ou d'origine turque. Et à l'inverse, on a à peine 14% des descendants d'immigrés d'Asie du Sud-Est, donc vietnamiens, cambodgiens, laotiens, dans la même situation, qui épousent un conjoint de la même origine qu'eux. Alors évidemment, ça ne dit pas tout, ça ne suffit pas à couvrir le sujet, mais ça nous renvoie, j'y reviens, à se donner les moyens, à la nécessité de nous donner les moyens d'approcher l'intégration, non pas seulement sur le champ des immigrés, mais aussi sur le halo autour de l'immigration. Hervé Lebras, est-ce qu'il ne faut pas distinguer effectivement les immigrations, enfin parler de l'immigré en général comme une abstraction, est-ce que ce n'est pas complètement illusoire dans le sens où un immigré c'est quelqu'un qui vient avec une culture, avec un bagage culturel, avec des mœurs, est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui un conflit entre des populations immigrées qui viennent, et on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs de venir avec un bagage culturel et de vouloir continuer à vivre avec les communautés qui leur ressemblent, en pratiquant des mœurs qui ne sont pas forcément les mœurs françaises. Je pense par exemple à la question de l'égalité homme-femme, ou le port du voile par exemple en islam, ou des habitudes alimentaires, etc. Des habitudes familiales qui sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération ce facteur culturel plutôt que de penser l'immigration de façon abstraite? Non, vous avez raison qu'il faut faire une distinction assez claire. Donc je suis d'accord avec vous, mais cette distinction, pour moi, elle est d'ailleurs, et c'est une question centrale de l'immigration, par rapport à ce que j'ai raconté à propos de ce qui s'est passé dans les années 70, elle est entre l'immigration des années 70 et l'immigration actuelle. Ce n'est pas du tout les mêmes immigrations. Donc les problèmes qui sont posés actuellement en France sont des problèmes posés très largement par cette immigration qu'on a volontairement fabriquée dans les années 70. Et c'est vrai qu'il y a là-dedans des très gros problèmes et de très gros efforts sociaux à faire. Mais les personnes qui arrivent maintenant, les immigrés qui arrivent maintenant, on connaît leur niveau de diplôme, il est supérieur au niveau de la moyenne des Français. Donc actuellement, ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Avant, un grand démographe français, Philippe Farc, qui a dirigé un institut à l'Université européenne de Florence, disait dans les années 1970-80, on migrait par survie, pour faire vivre sa famille dans son pays. Maintenant, on migre pour se réaliser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive quand vous prenez les jeunes Marocains qui arrivent en France? Ils sont très largement diplômés, plus diplômés que la moyenne des Français. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, il n'y a pas de débouché pour les diplômés. Le taux de chômage des diplômés est plus important au Maroc. Donc c'est une immigration qui est très différente. Donc le danger, c'est de juger de l'immigration en termes d'intégration, de l'immigration actuelle qui est différente, en termes d'immigration du passé. Mais Hervé Lebras, est-ce que le tabou, en fait, dont on tourne un peu du pot avec les statistiques, est-ce que c'est pas l'idée finalement, est-ce qu'un pays multiculturel peut fonctionner normalement? Parce que effectivement, est-ce qu'il n'a pas besoin d'un certain degré d'homogénéité culturelle dans une démocratie pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire marcher l'État-providence, pour avoir un consentement à l'impôt, pour pouvoir vivre ensemble tout simplement? On voit bien d'ailleurs
que de nombreux pays qui sont avec des fractures multiculturelles intenses. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, mais on peut penser à Israël et la Palestine actuellement, qui est un autre débat. Mais on voit bien que ça crée du conflit, que ces catégories soient fondées de façon légitime ou pas. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée quand même que encourager une forme de mosaïque multiculturelle en faisant venir des gens du monde entier avec leur bagage culturel, ça crée une société conflictuelle? Non, mais d'abord, le multiculturel, heureusement, c'est une des raisons pour lesquelles je suis d'ailleurs hostile aux statistiques ethniques. La France n'est pas du tout multiculturelle. Il y a plusieurs cultures qui peuvent se manifester en France, mais la France est un pays relativement homogène, ne serait-ce justement que parce qu'il n'y a pas de distinction ethnique forte en France. C'est une des raisons pour lesquelles ces statistiques ethniques sont un instrument à manier avec une très grande précaution. Dans les pays qui ont des statistiques ethniques, ça se passe mal. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Afrique du Sud, qui a rétabli ses statistiques ethniques, que ce soit l'Angleterre, c'est pas très bon. Donc le problème multiculturel n'est pas tellement posé. Le problème que vous soulevez, c'est à nouveau, c'est des questions de proportion. Moi, je suis frappé par l'extraordinaire réussite de la seconde génération de jeunes venus du Maghreb. Vous voyez leurs noms partout dans des entreprises à des niveaux assez élevés, dans un grand nombre de même dans la presse, vous les voyez dans la politique. Donc, et cela, au fond, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas déduire du nombre d'immigrés en prison la réalité de l'immigration. On ne peut pas déduire non plus des gens qui sont en haut de l'affiche. Vous avez raison. Non, mais inversement, quand vous me parlez du voile, etc., je vous dirais, je ressors mes 18 000 contre mes 4 182 000, si vous voulez. C'est un peu la même question. Oui. C'est-à-dire, regardons aussi, avant de se pencher sur ce qui ne marche pas, et il y a des choses qui ne marchent pas, là je suis entièrement d'accord, regardons aussi ce qui marche, et je trouve qu'il y a eu de très grandes réussites dans ce domaine-là. Alors effectivement, je n'ai pas le chiffre total des réussites, mais c'est pour ça que je vous ai donné le chiffre sur l'éducation. C'est que cette éducation a quand même réussi. C'est pas génial, bien sûr, mais elle a réussi assez largement, étant donné le niveau social de départ. Vous me direz, on n'avait qu'à pas faire venir des personnes qui étaient illettrées et tout. Oui, moi je serais d'accord avec vous. Je trouve qu'on a fait une erreur fondamentale à ce moment-là, dans les années 70. Entièrement d'accord. Alors, deux choses. Effectivement, les trajectoires individuelles de réussite issues de cette seconde génération, elles existent, elles sont nombreuses et elles sont évidemment parfaitement méritoires, mais je pense qu'elles ne doivent pas cacher la masse du sujet. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas des descendants d'immigrés algériens, qui comptent parmi les plus nombreux, leur taux de chômage aujourd'hui en France est de 13,5%, c'est 2 fois plus que celui des personnes sans ascendance migratoire. Leur taux d'emploi, c'est-à-dire la part de ceux qui sont en âge actif et qui occupent effectivement un emploi, est de 49%, c'est 20 points de moins que les personnes sans ascendance migratoire. Ça n'enlève rien au mérite et à l'existence des trajectoires que vous décrivez. Et je pense que les exemples ne valent pas tout contre les masses. Quant à la question que vous souleviez, Eugénie, de la nature de l'immigration reçue et des enjeux culturels qui lui sont associés, il me semble qu'elle se pose de manière particulière en France parce qu'on y revient au-delà de la question du nombre, parce que l'accélération des flux migratoires, on la voit dans toute l'Europe, il y a la question spécifique de la nature et notamment de l'origine de l'immigration en France. Nous avons la particularité d'avoir en France l'immigration la plus largement africaine du continent européen. Environ la moitié des immigrés sont originaires du continent africain. C'est 3 fois la moyenne de l'Union européenne. Au sein de ces immigrés, 6 sur 10 viennent du Maghreb, mais la dynamique démographique la plus forte, elle vient d'Afrique subsaharienne. Le nombre d'immigrés originaires d'Afrique sahélienne, guinéenne, centrale a doublé depuis le milieu des années 2000. Et ça a évidemment des implications qui ne sont pas neutres. Si on oppose ça, par exemple, à une partie des flux migratoires reçus en Espagne, qui viennent d'Afrique du Nord, mais qui viennent aussi, voire surtout, d'Amérique du Sud. Oui. Et ça n'est pas neutre, notamment, dans une variable majeure, qui est l'un des nombreux éléphants au milieu de la pièce du débat sur l'immigration, qui est la variable religieuse. C'est-à-dire que si la France a aujourd'hui la population musulmane la plus nombreuse d'Europe, c'est uniquement ou quasi uniquement du fait de l'immigration. On a en France 44% des immigrés qui se déclarent musulmans, 32% des descendants d'immigrés de deuxième génération, contre 1% des personnes sans ascendance migratoire. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des musulmans en France sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. Ça n'est pas un problème en soi, mais c'est un fait politique, et c'est un fait politique qui est lié à l'immigration. Oui. La question de l'islam comme éléphant de chômage et tout, il y a une énorme littérature là-dessus. C'est aussi parce que les immigrés emploient des métiers qui sont beaucoup plus difficiles et où ils sont beaucoup plus souvent
licenciés ou bien mis en période de chômage. Il y a beaucoup de travaux là-dessus qui montrent qu'une fois qu'on tient compte de ces éléments, on retombe. Il y a une petite hausse du taux de chômage des immigrés d'origine africaine, mais pas énorme. Mais je voudrais prendre deux autres points, puisqu'on approche quand même, on avait beaucoup d'autres choses. Et il y a ces quelques chiffres. Parmi les employés de maison, il y a 39% d'immigrés. Parmi les gardiens, le gardiennage, 28%. Parmi les ouvriers non qualifiés du BTP, 27%. Curieusement, parmi le clergé, 24%. Cuisiniers, 26%, ainsi de suite. Autrement dit, les immigrés... ils sont très importants, comme on fera sans eux. Mais c'est pas contradictoire, ça, Hervé Lebras, parce que d'un côté, vous nous dites que l'immigration n'est pas très nombreuse, et de l'autre, qu'ils sont importants et qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux, alors ça, c'est peut-être une première, on a besoin d'eux parce que cette année, précisément 2025, ça sera sans doute pour la première fois depuis la fin du 19e siècle, à part les périodes de guerre, où on va avoir en France plus de décès que de naissances. La fécondité continue à baisser. Quand on suit mois par mois le nombre de naissances, elles sont encore actuellement 3% inférieures à celles de l'année dernière. Donc le taux de fécondité en France cette année sera de 1,57. C'est-à-dire que sans migration, la population française devrait diminuer. Est-ce qu'on est prêt à cela? Voilà, c'est un peu une question que je pose. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas qui n'est d'ailleurs pas notre cas seulement, qui est le cas de la plupart des pays européens, quand la population est en train de diminuer, quand à terme, et même à assez court terme, la force de travail est en train de diminuer. La question est soulevée, je n'ai pas une philosophie complète là-dessus, mais je pense que la question se pose. Hervé Lebras soulève effectivement une question importante, c'est parce qu'on a parlé du passé, on parle du présent, mais l'avenir, est-ce qu'on a besoin en France d'immigration pour envisager l'avenir? Une note de Terra Nova est sortie récemment qui soulignait l'importance d'une immigration de travail pour financer notre système social et face au vieillissement accéléré de la population. Est-ce que ça, c'est pas un argument qui porte dans le débat public? Effectivement, dans une France vieillissante, peut-on se passer d'immigrés? L'immigration peut fonctionner comme une sorte de pansement à dénatalité, et elle le fait déjà aujourd'hui pour un certain nombre de secteurs. En vérité, elle le fait d'abord et avant tout pour des secteurs qui sont abrités de la concurrence internationale, le BTP, la restauration, le gardiennage et la surveillance. Ils sont peu attirants aussi, et mal payés. Qui travaillent aussi à se rendre peu attirants, et le recours systématique à la main-d'œuvre immigrée, avec ce qu'elle implique sur les salaires, ne contribue pas à rendre ces métiers attirants. Il y a d'autres secteurs beaucoup plus exposés à la concurrence internationale, beaucoup plus stratégiques pour le développement du pays, je pense évidemment à l'industrie, dans lesquels la main-d'œuvre immigrée est moins présente, et sur lesquels pèse une part importante des impôts de production qui sont non pas intégralement, mais en partie lié à ce qu'est aujourd'hui le déficit fiscal de l'immigration, lié au fait, je l'évoquais, que nous avons une immigration qui est nettement moins en emploi et nettement plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Et pour ce qui est de finalement compenser notre déficit de naissance par le recours à l'immigration, c'est vrai, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances vivantes et les décès, passera sans doute en négatif en France l'an prochain. Il est déjà passé en négatif l'an dernier en métropole, c'est-à-dire qu'en métropole, en France métropolitaine, il y a eu plus de décès que de naissances l'an dernier. Mais le recours à l'immigration comme réponse à cela, en vérité, on le fait déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la première fois en 2023, plus de 30% des naissances ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Et si on regarde les dynamiques depuis l'an 2000, on se rend compte qu'il y a eu effectivement une très forte rétractation du nombre de naissances d'enfants dont les deux parents sont nés en France, moins 28%, donc on a perdu un quart de naissances natives, si je puis dire. Et dans le même temps, le nombre de naissances dont les deux parents sont nés hors de l'Union européenne a augmenté de 73%. Donc la question est de savoir si on souhaite poursuivre ce qu'on fait déjà, mais il me semble que c'est en quelque sorte la logique de la note de Terra Nova. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on fait appel à... Mettons, parce que j'ai aussi la liste des métiers sous tension, qui alors elle est établie par la DARES, elle est établie par France Emploi, elle est établie par BPI France. C'est inquiétant, hein, c'est-à-dire que c'est la liste, c'est pratiquement uniquement les grands métiers industriels qui sont en tension, où on ne trouve pas de main-d'œuvre, et c'est médecins et dentistes. Mais sinon, c'est électricité, électronique, agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique, ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage, etc. Il y a la liste, elle est facilement disponible. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais Hervé Lebras, vous l'avez dit tout à l'heure que c'était souvent des métiers pénibles auxquels on avait recours à l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas quelque
quelque chose de profondément dérangeant à à utiliser la main-d'œuvre immigrée pour, quelque part, aller dans ces métiers pénibles. C'est un peu une forme d'esclavage contemporain. Je vois les gens en Uber Eats qui sont à vélo à pédaler pour aller... Non, mais je veux dire... L'esclavage, si vous voulez, les esclaves qu'on a importés du golfe de Guinée en Amérique, on ne leur a pas demandé leur avis, on ne leur a pas dit est-ce que vous voulez aller en Amérique, etc. Là, les immigrés viennent de leur plein gré, c'est-à-dire ils sont en demande, c'est-à-dire qu'ils comparent leur situation, j'avais cité le cas des diplômés marocains tout à l'heure, ils comparent leur situation dans leur pays à ce qu'ils pourraient avoir en France, et la plupart d'entre eux préfèrent même prendre un peu de risque, parce que c'est souvent dans les métiers dangereux qu'il y a le plus de... Si on demandait peut-être... Et c'est pas du tout de l'esclavage, c'est un choix. L'esclavage, c'est une absence totale de liberté. Le choix est libre pour ces immigrés. Je suis pas sûre que... Quand vous leur demandez s'ils veulent partir, ils ne veulent pas partir, même quand ils sont dans ces métiers-là. Donc c'est un... Bon, bien sûr, il serait préférable que les Français travaillent dans ces métiers, mais le fait est qu'ils en veulent de moins en moins. Et ça va être de pire en pire. Et ça va être en pire pour une raison assez curieuse, d'ailleurs. C'est à cause du télétravail, par exemple. C'est-à-dire que les Français ont découvert le télétravail à l'occasion de l'épidémie de Covid. Et il y avait 4% de télétravail avant l'épidémie, il y en a 20%, mais 20% seulement dans les métiers qui ne sont pas des métiers d'ouvriers. Donc les métiers d'ouvriers sont de plus en plus disqualifiés. Et à ce moment-là, si un certain nombre de personnes à l'étranger ne trouvent pas ça déshonorant de travailler dans ces métiers, moi je trouve que c'est du gagnant-gagnant, c'est pas du tout de l'esclavage. Nicolas Poromontier, pour répondre à cette... Pour répondre à M. Lebras, évidemment on ne peut pas se satisfaire du constat actuel. Que faire? C'était votre question. Oui. Moi je vois 3 grandes priorités d'action. Il y a d'abord tout ce qui tient à notre système social. On a plusieurs millions de personnes en France aujourd'hui qui sont dans le halo du chômage et de l'inactivité, et notamment de manière plus que proportionnelle des immigrés. On a en France, c'est le dernier recensement INSEE de 2021, 1,7 million d'immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. C'est une part encore plus marquée quand on regarde les étrangers et quand on regarde certaines nationalités étrangères. Presque 40% des Algériens, par exemple, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et du coup, ça implique une réforme du système social qui réincite au travail. Ça, c'est un élément de réponse parmi d'autres. Un deuxième élément de réponse, c'est dans la réforme de notre système de formation qui est absolument défaillant. C'est vrai pour le lycée professionnel. Le lycée professionnel est l'un des échecs les plus criants du système de formation français, notamment pour ce genre de métier et notamment pour des descendants d'immigrés. Et enfin, le troisième grand champ d'action du politique, il vise spécifiquement le nombre de naissances. Ce sont les politiques familiales. Les politiques familiales, elles ne produisent pas de miracles, mais les politiques familiales, elles ont le mérite de resserrer l'écart entre le nombre d'enfants que les Français et que les gens qui vivent en France déclarent vouloir avoir, qui est de l'ordre de 2,3, et l'indice de fécondité vraiment constaté l'an dernier, qui est de 1,6. Évidemment, on ne force pas les gens à faire des enfants, et c'est encore heureux, mais l'État a un rôle à jouer pour permettre aux Français qui le souhaitent d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Aucune de ces solutions à elle seule ne suffit, mais ensemble, elles contribuent à éteindre les situations de pénurie que vous décrivez. C'est du cas. Et en plus de ça, les exemples que vous donnez, c'est au contraire, ont montré qu'ils ne résolvent absolument pas le problème. C'est-à-dire, on sait maintenant clairement que les politiques natalistes, ça ne marche pas. C'est faux. Absolument. Le meilleur exemple vient d'être donné. Il y a 2 exemples. La Hongrie qui a une très forte politique nataliste actuellement. Je pourrais donner des exemples. La France, les Français rêveraient de ça, peut-être. L'indice vient de tomber à 1,39. Il y a encore baissé. La Chine revient sur la politique de l'enfant unique de 1,7 au moment de la politique de l'enfant unique. Elle est à 1,11. J'ai déjà fait une émission sur la natalité et d'ailleurs il y avait Nicolas. Je peux en parler longuement aussi. Sur la question de l'enseignement, ça ne marche pas. Ça fait des dizaines d'années qu'on cherche justement à régler cette question, comment attirer vers les métiers manuels des jeunes, comment faire que justement on les forme à ces métiers-là. Ça n'a pas marché. Quand il s'agit de l'équipement de Flamanville, l'usine atomique de Flamanville, il n'y avait absolument pas d'ouvriers capables de travailler des gros fers à béton. Donc on a créé une école dans la Manche pour former des gens. Donc c'était cette idée, voilà, on va quand même sur place, il y a des jeunes, on va les former. L'école a à peu près marché.
10% seulement de ceux qui étaient passés par cette école sont allés sur le chantier de Flamanville. Donc finalement, on a demandé à des Polonais et on a demandé à des Roumains qui avaient cette capacité de venir. Donc ça ne marche pas actuellement. Il y a un véritable problème et je crois qu'il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître que pour ces métiers-là, on va continuer à avoir besoin d'immigrés. Peut-être pas énormément, mais on en aura besoin. Bon, écoutez, on ne vous aura pas mis d'accord ce soir, mais en tout cas, merci d'avoir accepté ce débat qui montre qu'effectivement, même sur les faits, il est difficile de trouver un consensus sur cette question brûlante. En tout cas, je vous remercie de vous être prêté à l'exercice. Merci de nous suivre sur le Figaro TV. N'hésitez pas à partager le club Le Figaro ID autour de vous en podcast ou bien sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Mes invités seront Gaspard Koenig et Laetitia Strauch-Bonnard. Et on se posera la question suivante, le libéralisme et le conservatisme sont-ils complémentaires ou incompatibles ?